Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 506 d'E-Média, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Michel. Bonjour Lucas. Alors vous remplacez Jean-Yves Le Gallou aujourd'hui, oui. Et nos spectateurs commencent quand même à vous connaître parce qu'ils ont l'habitude de vos analyses sur la propagande des journalistes du système. Oui, oui. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur SpaceX et le lancement de la fusée, la première sortie spatiale privée par Elon Musk et la mauvaise foi des journalistes concernant ce succès historique. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré au traitement médiatique de la nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump alors qu'il jouait au golf. Les pastilles de l'info ne seront pas oubliées. Le portrait piquant sera consacré à Dov Alfon, passé des services de renseignement israéliens à la direction du journal Libération. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi à l'infolettre de TV Liberté, disponible sur le site internet tvl.fr. C'est parti pour le E-Média numéro 506. Cette semaine, nos médias sont en mode silence. Silence abyssal sur la crise politique sans précédent que traverse notre pays, avec une Assemblée nationale sans majorité, un Premier ministre sans ministre, une session budgétaire à l'arrêt et le lancement d'une procédure de destitution contre le président de la République. Du jamais vu en France depuis 1945, sinon depuis 1870. Silence embarrassé aussi sur les mesures que prennent nos voisins européens contre le chaos migratoire. Sur l'Allemagne qui veut rétablir des contrôles à ses frontières, sur la Suède qui augmente la prime de départ pour ses remigrants, pour les Pays-Bas qui refusent d'appliquer le pacte migratoire européen, sur la Hongrie qui renvoie ses immigrants par autocar à Bruxelles, sur la Grande-Bretagne travailliste qui se déclare intéressée par la politique italienne de réduction des flux d'immigration. Silence complice également sur le risque d'escalade dans le conflit russo-ukrainien, alimenté en sous-main par les Occidentaux. Silence profond, enfin, sur la situation catastrophique de notre endettement, de nos déficits publics, de notre commerce extérieur et de nos entreprises. Bref, sur le chaos économique et social que le Mozart de la finance nous lègue et sur les mauvais choix énergétiques français et européens qui ont été faits. Silence, car nos médias de grand chemin sont en mode diversion. Ils taisent ce qui importe en focalisant l'attention sur des questions accessoires, par exemple sur la vitesse maximum, sur les périphériques parisiens, sur les plaintes contre l'abbé Pierre ou sur le fabuleux destin de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est cela l'info à la française, et c'est pourquoi une majorité de Français ne fait pas plus confiance aux médiacrates qu'à nos gouvernants, puisque ce sont finalement les mêmes. Image de la semaine, succès historique pour SpaceX avec le lancement de leur fusée. La mission SpaceX a améri au large de la Floride. 2 membres de l'équipage, un milliardaire et une ingénieure de SpaceX, ont été les premiers civils jeudi à réaliser une sortie spatiale. Michel, la dernière fois que je vous ai reçu, déjà nous commémorions, c'était le lancement de la fusée Ariane. C'est parce que je suis souvent dans la Lune, c'est ça? Ouais, vous êtes un invité spatial. Estimez-vous que c'est une étape importante dans l'histoire de l'humanité ou c'est quelque part un peu surestimé selon vous, cette conquête spatiale? L'histoire de l'humanité, il ne faut peut-être pas exagérer. Bon, cela étant, c'est significatif, hein, il s'agit d'une opération privée. Alors, vous savez que la première sortie spatiale, elle remonte à 1965, vous n'étiez pas né. Non, je crois pas. Hein, c'était donc Leonov, Alexei Leonov, en mars 1965, lequel d'ailleurs a eu beaucoup de mal à réintégrer sa capsule, ça a failli mal se passer. Donc là, ce qui est caractéristique, c'est que c'est une opération de conquête spatiale privée. Hein. C'est donc, ça traduit quand même quelque chose en Occident, c'est que les États perdent un peu pied sur un certain nombre de choses, et en particulier sur ce qui fut à un moment donné un élément essentiel de la guerre froide et de la compétition entre les États-Unis et la Russie.
Bon. Alors, c'est une aventure. Hein. Je rappelle que l'aventure spatiale, c'est une aventure européenne, hein, historiquement. Hein, c'est les Européens qui ont lancé ça, qu'ils soient en Europe ou aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, hein, parce qu'il y a des tas de pays qui commencent à se développer et avoir une politique spatiale très active. Je pense à la Chine. Les Russes hein, aussi. La Chine. Il y a d'ailleurs, je crois, dit-on, plus de taïkonautes chinois dans l'espace que d'astronautes américains. C'est pas complètement neutre. Hein. Et d'ailleurs, la Russie et la Chine travaillent activement à une installation permanente sur la Lune. Bon, bref, donc ça bouge. Et donc, ce qui est assez remarquable, là, c'est qu'il s'agit effectivement d'une opération de nature privée, qui profite pour l'instant à quelques milliardaires, mais c'est quand même très révélateur, je crois, du dynamisme en particulier de M. Musk. Mais derrière ce succès, justement, un homme, vous l'avez nommé, Elon Musk, c'est un peu le Tony Stark du réel. Et comme le souligne ce tweetos, le traitement médiatique tendrait à minorer un peu ce succès historique, peut-être en raison du soutien d'Elon Musk envers Donald Trump pour la présidentielle américaine. Sur France 2, par exemple, Laurent Delahousse avait été obligé d'amoindrir ce succès de Musk, tentant de le disqualifier. Le service public a préféré insister sur son soutien controversé à Donald Trump. Et malgré son génie, parce qu'on ne voit qu'un Musk par siècle, les médias essaieraient alors de lui faire payer, quelque part, son engagement politique en faveur de Donald Trump. Et on le constate un peu en filigrane dans ces articles, Ouest France par exemple, où des médias qui essaient de laisser penser que Musk serait mauvais en affaires et commettrait des erreurs, par exemple avec le rachat de X, typiquement Le Figaro qui titre « Comment son rachat du réseau social X a viré à l'accident industriel ». Et ainsi, les journalistes affirment que l'échec de ce rachat de X, sous-entendu, Musk est un mauvais gestionnaire en fait. Hein. Et pourtant, l'enchaînement de ces deux articles, par exemple dans Google Actualité, est cruel pour les journalistes et démonstratif de leur mauvaise foi. Le Figaro, Elon Musk pourrait être le premier homme de l'histoire de l'humanité à posséder plus de 1000 milliards de dollars, le premier trillionnaire. Et juste en dessous, les frasques d'Elon Musk ont fait de l'investissement dans Twitter l'une des pires opérations bancaires depuis 15 ans. Michel, vous avez ressenti un peu cette mauvaise foi des médias envers Elon Musk ? Bah oui, d'abord nos médias sont médiocres et ils n'aiment pas les gens qui gagnent et qui réussissent. C'est pas bien, c'est moche, c'est pas bien. Bon, donc Musk, il est de ce point de vue-là, il est une cible. Alors, je rappellerai simplement ce qu'écrit George Orwell dans 1984, quand il décrit cette société post-totalitaire. Alors, il y avait ce qu'on appelait le quart d'heure de la haine. C'est-à-dire qu'il y avait perpétuellement des gens qui devaient exécrer une personne. Dans le roman, il s'agit de la personne de M. Goldman, qui doit être constamment haï. Alors, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, il y a des personnalités, c'est généralement des chefs d'État étrangers qui nuisent ou qui sont considérés comme des ennemis de l'impérium américain. Et puis, il y a M. Musk. Alors, M. Musk, c'est le méchant, c'est le quart d'heure de la haine. Donc, périodiquement, il faut dire que M. Musk, il ne fait que des choses horribles. Bon, il est quand même multimilliardaire. Il a quand même réussi à inventer, à développer une voiture électrique qui marche très bien et qui a une grande efficacité. Et là, il fait de la conquête de l'espace. Il promet même d'aller sur Mars, etc. Donc, c'est vraiment le prototype de l'ennemi du système. Et surtout, rappelez-vous, M. Musk, il défend la liberté d'expression. Alors là, c'est inacceptable pour nos médias, vous comprenez ? La liberté d'expression, c'est la licence, c'est l'horreur. Donc voilà, bon, c'est le méchant de service. Mais en réalité, toutes ces analyses médiatiques sont d'une médiocrité. Alors le Figaro qui critique la gestion financière de M. Musk, Figaro ferait mieux de s'intéresser à la gestion financière de la France. Ce serait plus utile, à mon avis, pour l'électorat que de taper sur ce pauvre Musk. Après avoir étudié la mauvaise foi des journalistes concernant le succès historique de SpaceX, de Elon Musk surtout, place maintenant au dossier du jour. Partons outre-Atlantique avec les tentatives d'assassinat contre Donald Trump.
Après un premier attentat raté au cours d'un meeting où Trump avait été frôlé par une balle, c'est bien un nouvel essai manqué, cette fois sur un terrain de golf. Et on apprenait encore ce mercredi que des explosifs avaient été déposés à proximité d'un rassemblement de Trump à Long Island, donc un troisième attentat manqué. Il est intéressant de constater le traitement médiatique du danger mortel auquel est confronté le candidat républicain. Réaction des médias français d'abord. Ce qu'on constate dans ce traitement, c'est que les journalistes français ont vraiment tenté de minorer, si ce n'est même parfois de justifier la tentative d'assassinat contre Trump. Le Figaro tire à proximité de Donald Trump. Les autres médias titrent tentative d'assassinat présumée. Le Monde et Libération évoquent une tentative d'assassinat. Paris Match se pose la question, Donald Trump a-t-il été la cible d'une nouvelle tentative d'assassinat ? Voilà, on essaye de diminuer les choses. Ou encore l'usage des guillemets sur BFM TV, enquête ouverte pour tentative d'assassinat. Autre méthode, on justifie quasiment parce que Trump est un grand méchant, comme le souligne Logim. Pour faire peur à ses lecteurs, Le Parisien assure que Trump promet des déportations massives en cas de victoire aux élections. Alors même comportement des journalistes à la radio, avec France Info, comme le dénonce Régis Le Sommier. Sur France Info, dans la tentative d'attentat présumé contre Trump, le tireur n'a pas tiré. Donc finalement, c'est pas si grave. L'étape d'après, en fait, il n'avait pas l'intention de tuer Trump, il était là par hasard. Oui, il se promenait avec une Kalachnikov, oui. Ça arrive. Oui. Ou encore, autre propos de France Info, toujours elle, rappelé ici par le Trumpiste français Nicolas Conquer. Il était interviewé sur France Info et le journaliste lui a demandé de réagir aux critiques de Trump sur Taylor Swift alors qu'il venait d'être l'objet d'une tentative d'assassinat. Pareil, même traitement à la télévision. En plus de minorer la gravité de l'événement, on accuse même à demi-mot Trump d'être responsable. Écoutez. Il n'aime pas les meetings en salle, il préfère les meetings en plein air. Il aime jouer au golf et pas au tennis, ce qui serait plus simple. Donald Trump n'en faisant qu'à sa tête, ce sont des complications et une pression supplémentaire pour les services secrets. Mais ce ne sont pas seulement les médias français qui font preuve d'une atténuation envers le danger subi par Donald Trump, c'est aussi le cas outre-Atlantique. On relativise, voire on justifie quasiment les tentatives d'assassinat contre le candidat républicain, comme Madame Hillary Clinton. C'est ce que souligne Régis Le Sommier. Mais qui sont ces gens ? Trump échappe à la mort pour la deuxième fois même, et la décence, la plus petite parcelle d'humanité, voudrait qu'on se réjouisse qu'il soit encore en vie. Mais non, Hillary Clinton le traite encore et encore de dictateur, sommant les médias de suivre son point de vue. Ou encore Kamala Harris, carrément, qui tweete que Trump est un dictateur. Et Michel, que fait-on au dictateur ? Alors, ça dépend de la politique suivie par le dictateur. Si le dictateur agit dans le sens des intérêts géostratégiques des États-Unis, c'est un bon dictateur. Si par contre, on considère qu'il va à l'encontre de la doxa dominante, alors là, c'est un méchant dictateur. Rappelez-vous le président Biden, lorsqu'il a été à Varsovie en janvier 2023, il a fait un grand discours en expliquant que la guerre en Ukraine, c'était l'opposition entre le monde libre et les dictateurs. Donc vous voyez un peu là, cette vision des choses. Alors effectivement, quand on est un méchant dictateur, il faut le détruire. Ça, c'est, je dirais, c'est au fond de la psyché du puritanisme nord-américain. Le mal doit être éradiqué. On ne discute pas avec le mal. C'est tout à fait contraire à notre conception diplomatique européenne, telle qu'elle est notamment dans le traité de Westphalie, où on expliquait que l'adversaire, un jour, on discuterait avec lui. Et donc, on ne doit pas le tuer. On doit éventuellement être prêt à discuter avec lui un jour. Dans l'esprit du puritanisme nord-américain, et donc également du progressisme, parce que le puritanisme nord-américain, c'est un mélange de religion et de progressisme idéologique. Au contraire, l'adversaire, on doit le tuer, c'est un ennemi, on doit le détruire. Donc, c'est pas neutre d'utiliser ces termes de dictateur, c'est le mal. Donc le mal, on le détruit, et donc on a le droit de le tuer. Alors, ça correspond à ce qu'on appelait en France, à un moment donné, la théorie du climat. Petit flashback. Quand il y a eu la profanation du cimetière juif de Carpentras, en 1990, toute la gauche nous a expliqué, mais ça c'est le climat de haine provoqué par le Front National et Jean-Marie Le Pen. Là, nous avons un exemple typique de climat. C'est-à-dire qu'on passe son temps, il y a toute une série de gens, notamment dans le clan démocrate, mais pas uniquement, dans les milieux progressistes,
qui passe son temps à présenter leurs adversaires politiques comme des monstres. C'est un dictateur, il veut déporter les gens, enfin, etc., etc., etc. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait des gens qui aient envie de passer à l'acte contre le mal. Le mal, on le détruit aux États-Unis. Voilà. Et ainsi, les journalistes, pour revenir sur eux, ne sont pas en reste dans l'entretien du climat, comme vous l'avez dit, de haine anti-Trump. Comme le souligne Elon Musk, il partage ici un graphique entre l'engagement et déclaration des affiliations des journalistes. On voit que les républicains sont quasiment inexistants et l'écart avec les démocrates est très démonstratif. Michel, tout comme en France, donc les journalistes sont très majoritairement progressistes, à gauche. Finalement, le système médiatique n'est-il pas pire aux États-Unis ? Je nuancerai un peu votre propos. Je pense d'abord que la qualité des médias nord-américains est quand même très supérieure à la qualité de nos médias à nous. D'ailleurs, si aujourd'hui vous voulez être renseigné sur l'état de l'économie mondiale ou même sur l'état de la guerre en Ukraine, vous avez plutôt intérêt à lire de la presse américaine ou anglaise ou anglo-saxonne que de la presse française, qui n'apprendrait jamais rien dans la presse française. Donc, je pense que les médias américains sont quand même de meilleure qualité. Les journalistes américains sont quand même de meilleure qualité. Il existe encore aux États-Unis des journalistes d'investigation. Pensez à Seymour Hersh, par exemple, etc. Des gens qui n'ont pas peur d'aller à l'encontre de la doxa dominante et qui font des enquêtes approfondies. Chez nous, ce genre a complètement disparu. Enfin, n'oublions pas qu'aux États-Unis, il existe quand même une liberté d'expression qui est garantie par la Constitution. Ce qui n'est pas le cas en France. Je me permets de le rappeler, la Constitution française ne garantit pas la liberté d'expression, puisque nous avons une conception légale de la liberté. C'est-à-dire que c'est la loi qui fixe les domaines de la liberté. Donc si demain la loi décide de vous museler, eh bien vous n'aurez plus de liberté. Ce n'est pas possible aux États-Unis. Donc je pense que le système médiatique est quand même de meilleure qualité aux États-Unis, et de même en Grande-Bretagne, il est plus pluraliste que chez nous. Donc, et puis, il n'y a pas tout à fait l'équivalent de l'Arcom aux États-Unis, je me permets de le faire remarquer. Il y a une autorité de régulation des télécoms, mais qui vient d'ailleurs de rappeler le principe de la neutralité du net. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'on fait en Europe, où on nous explique au contraire que le net ne doit pas être neutre et qu'au contraire, il faut contrôler les contenus du net. Voyez ? C'est Thierry Breton, ça. Voilà. Donc je pense que, alors, cela étant, bien sûr, vous avez raison, il y a aussi toute une clique de journalistes militants, c'est clair. Mais c'est quand même un très grand pays, il y a beaucoup de... On connaît les grands médias très célèbres, mais il y a en fait beaucoup de médias aux États-Unis. Donc il y a la possibilité de développer beaucoup de points de vue qui ne sont pas forcément tous des points de vue politiquement corrects. Mais par contre, effectivement, les grands médias mainstream américains sont très largement dans les mains du clan progressiste. Mais, encore une fois, ce sont quand même des médias d'une certaine qualité. Et autre élément qui ne sont pas mis en avant par nos médias, ce sont les circonstances de l'attentat contre Trump. Les éléments étranges d'abord, comme le souligne le soutien de Trump en France, Nicolas Conquer. Le parcours de golf de Trump était un événement de dernière minute, non planifié selon des sources. Alors comment le tireur embusqué a-t-il pu être informé et se poster avec tout l'équipement et l'armement nécessaire ? En outre, sur le profil typique de l'assaillant, on comprend qu'il est loin d'être neutre. Comme l'évoque la journaliste spécialiste des États-Unis Laurence Haïm, le suspect dans la tentative d'assassinat, c'est New York Times qui l'évoque, il se portait volontaire pour participer à l'effort de guerre en Ukraine. Il n'avait aucune expérience militaire et a déclaré qu'il s'était rendu dans ce pays après l'invasion russe. Ainsi, comme le souligne Edward Snowden, difficile de ne pas supputer une implication, au moins indirecte, de certains démocrates ou des services. Le Congrès américain devrait répondre. Alors Michel, nous n'avons pas de certitude aujourd'hui sur les circonstances, mais quelle est votre opinion à ce sujet ? Êtes-vous d'accord avec les questionnements et les pistes émises par Edward Snowden ? Oui, je suis d'accord avec les questionnements. Je pense que de même qu'il y a aujourd'hui des guerres par proxy, comme on dit, il est assez probable qu'il y a des attentats par proxy ou sous faux drapeau. Bon, quand on regarde le profil de l'auteur de cette tentative d'attentat, qui effectivement n'a pas été concrétisé, le fait qu'il ait une posture favorable à l'Ukraine n'est pas sans doute complètement neutre, puisque
on voit bien aujourd'hui les services ukrainiens ont été impliqués dans un certain nombre d'attentats non négligeables. Mais là où je pense que Snowden n'a pas tort, c'est qu'il est assez douteux que des services ukrainiens aient agi tout seuls sans que les services nord-américains aient été actifs. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est ce qu'on est en train de nous faire passer sur le sabotage de Nord Stream, où on nous explique que ça serait le fait de 3 plongeurs amateurs ukrainiens qui auraient réussi à faire sauter le gazoduc. Bon, ça paraît quand même assez douteux. Bon, moi, ce que je crois surtout, indépendamment des réflexions qu'on peut avoir, mais sans doute n'aurons-nous jamais la réponse. D'ailleurs, vous avez remarqué que le profil du précédent auteur de l'attentat contre Trump, on n'en parle plus. Il a disparu des radars, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Bon, moi, ce qui me paraît quand même intéressant, c'est qu'on voit quand même une certaine radicalisation des progressistes aux États-Unis, parce que ce monsieur, c'est quand même clairement quelqu'un qui milite, c'est un personnage hostile à Trump et qui milite politiquement, c'est pas quelqu'un de neutre. Bon, il a un passé politique. Et on voit bien ces gens maintenant, ils trouvent normal de tirer sur un adversaire politique ou d'essayer de tirer. Bon, tout ça est quand même... je ne relierai pas à ce qui peut se passer en France, où on voit l'extrême gauche qui appelle à l'insurrection, etc. Enfin, je veux dire, les progressistes aujourd'hui, c'est pas uniquement des sympathiques personnes qui nous parlent des lendemains qui vont chanter, c'est aussi des gens qui sont prêts à la violence pour faire avancer leurs idées ou empêcher les idées des autres. Donc c'est un peu ça qu'il y a aussi. Mais bon, tout ça sent quand même un peu l'état profond, comme on dit. On sent quand même qu'il y a derrière des arrière-plans un peu complexes. Plus éloquent encore, et pour aller dans le sens de l'hypothèse de Edward Snowden, on voit que l'assaillant, qui s'appelait M. Ryan Wesley Ross, apparaît dans une vidéo de propagande d'Azov en 2022. Is to appeal to world leaders. Donc ce n'est pas une théorie complotiste, car même les médias les plus mainstream aux États-Unis, comme CNN, évoquent l'Ukraine comme possible commanditaire de cette nouvelle tentative d'assassinat. Michel, que diraient les médias de grand chemin si un pro-russe avait tenté d'assassiner Kamala Harris ? Alors là, je n'ose pas y penser. Mais vous savez, l'Occident, c'est le monde des valeurs en caoutchouc. Selon que vous êtes du bon ou du mauvais côté, vous avez droit aux protections médiatiques vous êtes encensé par les médias, au contraire, vous êtes diabolisé. Donc, comme Kamala Harris représente aujourd'hui chez nous le camp du bien, il est évident qu'une tentative contre la représentante du camp du bien serait abominable. Voilà, on ne chercherait pas à l'excuser, on ne dirait pas que le tireur n'était qu'un promeneur, etc., etc. Bon. Donc on sait très bien que de nos jours, en Occident, il y a les bons et les mauvais attentats, les bons et les mauvaises épurations ethniques, les bonnes et les mauvaises violences, les bonnes et les mauvaises guerres, bien sûr. Bon, donc voilà. Et alors d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens font confiance aux Occidentaux, parce qu'on sait très bien que le point de vue de l'occidental, c'est un point de vue biaisé, c'est pas du tout un point de vue objectif. Donc si il y avait eu un attentat contre Kamala, mais curieusement, il n'y en a pas pour l'instant. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. Mais alors là, nous aurions des levées de boucliers effrayantes et nous aurions la preuve, n'est-ce pas, du mauvais côté, du côté obscur de la force que représentent Trump et tous ses partisans. Après avoir analysé la propagande médiatique entourant les tentatives d'assassinat contre Donald Trump, place aux pastilles de l'info. Première pastille, Salvini est-il victime d'une persécution judiciaire ? Comme le souligne le Huffington Post, le leader patriote italien Matteo Salvini encourt 6 ans de prison pour avoir bloqué des clandestins en mer afin de les empêcher de débarquer sur les côtes italiennes. Salvini avait été aussi accusé de séquestration. Mais Michel, quelle est votre interprétation de cette menace de la justice qui pèse sur des décisions politiques qui sont quand même souveraines ? L'étau se resserre autour des dissidents. Est-ce que le RN devrait peut-être aussi s'inquiéter d'être le prochain sur la liste, par exemple ? Oui, sauf que le RN n'est pas au pouvoir, ce qui était le cas de M. Salvini. Alors, moi, ce que je crois, cette affaire, elle est très révélatrice, surtout quand on lit les déclarations du procureur italien,
Parce que, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit les droits de l'homme, donc en l'occurrence les droits des immigrants à s'installer où ils veulent, les droits de l'homme doivent prévaloir sur la protection de la souveraineté des États. Là, c'est ça le fond du débat. Hein. Ce n'est pas tellement la persécution de Salvini. Le fond du débat, c'est la conception de la démocratie que se fait la justice italienne et d'une façon générale les juges en Europe. Hein. Ça me fait penser à ce que disait Chesterton. Chesterton, vous savez, il avait une formule célèbre, il disait « Le monde moderne est envahi de vieilles vertus chrétiennes devenues folles ». Pourquoi elles sont devenues folles ? Parce que certaines vertus sont érigées en absolu sans tenir compte des autres. Donc, comme ceux qui considèrent, alors là, en l'occurrence, c'est la charité, il faut accueillir sans aucune autre considération, et en particulier les considérations de souveraineté et de bien commun. Peut-être que les Italiens ont droit aussi à vivre chez eux tranquillement. Bon, donc là, nous avons cette idée qu'il y a un absolu qui a été créé, le fameux droit de l'homme, interprété par les juges, bien sûr. Parce que les droits de l'homme sont quand même assez flous. Ils ne traitent pas des droits des immigrants, mais ce sont les juges qui l'interprètent. C'est une conception de la démocratie. Alors le procureur va très loin parce qu'il dit « c'est ça la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme par les juges ». Ah ben non, la démocratie, jusqu'à présent, c'est la volonté du peuple et c'est la souveraineté de la nation. Mais justement, le juge nous explique qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté parce que les droits de l'homme doivent prévaloir sur la souveraineté. Donc ça, c'est très, très révélateur de la dérive post-démocratique qui se passe en Occident, qui a été théorisée par un certain nombre de penseurs. Et je pense en particulier à un Américain qui s'appelle Fareed Zakaria, qui nous explique que la démocratie, c'est pas la souveraineté du peuple. Ah non, ça c'est pas bien, c'est du populisme, c'est pas bien. La démocratie, c'est le respect de la loi par le juge. Bon, donc, si vous voulez, nous sommes là vraiment, typiquement, dans un monde post-démocratique, et c'est ça qui est en jeu dans le procès Salvini. C'est l'idée qu'on n'a plus le droit, on doit criminaliser, en quelque sorte, la lutte, la protection de l'identité nationale et de la souveraineté de la nation. C'est ça qui est en jeu. Donc c'est extrêmement important et il faudra suivre. Bon, je pense qu'il y a des voies de recours, donc il faudra suivre la suite de ce procès, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que désormais, vous n'avez plus le droit de défendre l'intérêt national face à l'arrivée des migrants. D'ailleurs, le pacte des migrations que la France a signé en catimini lors du mouvement des Gilets jaunes, ferme la parenthèse, prévoit un droit à l'immigration qui prime tous les autres droits. Mais non, je pense qu'il n'y a pas un droit à l'immigration. Personnellement, je pense qu'il y a un droit à chaque peuple à vivre en paix sur sa terre. Bon, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, je passe sur le fait que les médias, évidemment, nous présentent ça comme le leader d'extrême droite, n'est-ce pas, comme si le problème, c'était l'extrême droite. Non, on voit bien, le problème, c'est pas l'extrême droite, c'est la démocratie, c'est la conception de la démocratie. Et c'est donc une attaque très importante sur la démocratie en Europe. Deuxième pastille, Sarah Knafo dézingue la chaîne LCI. La députée européenne de Reconquête, Sarah Knafo, a fait un passage médiatique plutôt remarqué sur LCI. En effet, quand le journaliste souligne le score de son parti aux élections législatives, elle répond sur les audiences de la chaîne. Vous en donnez 0,7% des voix aux législatives. C'est-à-dire, je ne veux pas vous manquer de respect, mais c'est quasiment rien. C'est un fait. Je ne sais pas combien vous faites de part d'audience généralement, 1%, 2%, 3%. Je vous dis pas que c'est rien du tout. Vous voyez ? J'insulte pas la chaîne, elle a raison d'exister. Non mais personne ne vous a insulté, Madame Knafo. 11 millions de personnes qui regardent LCI, pardonnez-moi. Pour autant, ça existe. Vous voyez ? Vous avez une voix, vous portez une voix, vous défendez des choses, vous parlez de l'Ukraine, ça existe. Nous, ce qu'on porte, ça existe en France. Personne ne peut dire que ça n'existe pas. Cyril Hanouna est revenu justement sur ce passage entre Sarah Knafo et LCI. Quand tu mets une petite claque comme ça, c'était magique, c'était mythique, c'était incroyable. Et elle lui a rappelé les audiences de LCI. De LCI, c'était mythique. Franchement, c'était mythique. Le gars, et là, elle lui a bam, il a voulu. C'est quand tu mets une petite claque comme ça, et là, tu bam. C'était magique. Michel, regarde. que pensez-vous de cette répartie de Sarah Knafo et de l'attitude de LCI ? Je pense que Sarah Knafo a parfaitement raison. Je crois qu'on l'a d'ailleurs dit plusieurs fois dans Immédiat. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces procureurs médiatiques là, qui ne sont
que des agents du pouvoir qui ne représentent rien. Donc, qui se parlent là aussi des plumes de la morale, du bien, etc., qui se permettent de juger les gens. Bon, donc elle a parfaitement raison. Il faut les montrer qu'on n'est pas. Il faut surtout pas dire oh là là, oui, je m'excuse, vous avez raison, je m'excuse d'exister. Il faut au contraire contre-attaquer. Donc, je pense qu'elle a parfaitement raison. Et il y a eu toute une série d'autres exemples dans l'histoire médiatique. Rappelez-vous Dupont-Aignan attaquant les journalistes qui se moquaient de lui en évoquant leur rémunération. Vous êtes payé combien pour vous permettre de vous moquer des Français, etc. Enfin, vous voyez. Bon, donc il faut, je pense, c'est un bel exemple de ne faut pas se laisser intimider par le système médiatique. Et un autre passage intéressant dans cette interview est le moment où étaient tenus ces propos. Sarah Knafo nous dit « C'est très récent le fait que la droite ait ses propres canaux médiatiques, mais ils sont extrêmement minoritaires. » Michel, que pensez-vous de cette affirmation de Sarah Knafo sur la nouveauté des canaux médiatiques de droite ? Oui, alors, bon, personnellement, je corrigerai un peu, c'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est vrai aujourd'hui. Maintenant, si on regarde dans une perspective historique, si on regarde par exemple le XXe siècle, c'est pas tout à fait vrai. Le XXe siècle, la droite avait des canaux médiatiques extrêmement puissants. Pensons sous la Troisième République à l'Action française, c'était un journal extrêmement puissant, qui est très lu, qui avait une très grande influence. Pensons à des journaux ironiques, un peu genre Gringoire, etc. Tous ces journaux avaient un pouvoir politique très fort. D'ailleurs, ils étaient même capables de faire tomber des ministres. Enfin bon, je veux dire, donc, il y a eu, historiquement, la droite, qui était largement une droite intellectuelle, ce qu'on a un petit peu oublié aussi, avait donc des canaux importants, mais c'était l'époque où il y avait un pluralisme médiatique, il y avait énormément de titres, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc elle a raison si elle parle d'aujourd'hui. Si on est dans une perspective historique, je dirais la droite a perdu des canaux qu'elle avait auparavant. Et donc elle essaie aujourd'hui de les retrouver, notamment avec la presse alternative, les réseaux sociaux, etc. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu, à mon avis, deux grands mouvements. Un mouvement de concentration médiatique. Après-guerre, il y avait 50 titres de journaux. On pouvait trouver tout, depuis l'extrême gauche jusqu'à la droite. Je veux dire, bon, donc il y avait, même après la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a que quelques grands titres. Bon. Donc il s'est produit un phénomène de concentration, et puis s'est produit aussi un phénomène culturel, c'est que les écoles de journalistes sont devenues une pépinière de gens qui sont formatés avec un certain esprit gauchisant ou progressiste, si on veut voir les choses positivement. Pensons à l'évolution de Sciences Po, tiens, qui a quand même beaucoup changé depuis le temps où j'y étais. Bon, bref, donc c'était au siècle dernier. Alors, donc, elle a raison sur ce point de vue-là. Alors, elle a aussi raison, me semble-t-il, de dire oui, nous avons aujourd'hui des canaux alternatifs de droite, mais ils restent minoritaires. Ils sont d'abord menacés en permanence, parce que le pouvoir cherche par tous les moyens à imposer une doxa unique dans les médias. Donc il y a constamment du harcèlement. Et puis, d'autre part, ces canaux n'ont pas l'audience qu'ont le journal de 20 heures sur TF1 ou autre, ça c'est clair. Bon, donc voilà, donc elle a pas tort sur le fond, mais il faut aussi dire on a perdu quand même des parts de marché, si je puis dire. Troisième pastille, sommes-nous tous racistes ? C'est la question que nous pose France Télévisions avec votre argent. C'est ce que souligne l'OGIM, la rentrée très politique de France TV, après l'annonce de son nouveau programme « Sommes-nous tous racistes ?» Un programme qui vise à questionner les stéréotypes et surtout culpabiliser les Français sur leur prétendu racisme. Michel, que pensez-vous de ce programme ? Et on se fait encore cracher dessus avec notre argent, on a l'impression. Oui. Ça, c'est une spécialité française. Mais alors, non, mais voilà, je dirais simplement, quand on utilise l'expression média de propagande, on dit média de grand chemin, mais on dit aussi média de propagande, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un média qui nous explique qu'il va faire de la propagande contre les stéréotypes, en faveur de lutter contre le racisme, évidemment, promouvoir les vertus de la diversité, etc.
en faisant semblant de faire du scientifique, alors qu'en fait c'est de l'idéologique, c'est pas du scientifique. Bon, donc voilà, notre argent sert à ça, c'est la doxa du système. Mais voilà, là c'est France TV, mais on pourrait prendre des tas d'autres exemples. Bon, merci, nous sommes contents de payer des impôts grâce à ça. Voilà, c'est ça les médias de propagande. 4e pastille, Bernard-Henri Lévy, BHL, toujours sauvé par Arte malgré ses bides. Destination Télé nous dit que Bernard-Henri Lévy est président du conseil de surveillance d'Arte depuis 30 ans. Il ne pouvait prétendre à un 8e mandat en raison de son âge de 75 ans. Pas un problème, la chaîne publique, et oui, 294 millions d'euros, a modifié ses statuts et il le sera donc président jusqu'à ses 80 ans. Michel, mais quelle est la légitimité de BHL pour continuer à être à la tête d'Arte ? Il doit quand même avoir un sacré relationnel pour qu'on change les statuts rien que pour ses beaux yeux. À vrai dire, moi j'aime bien BHL parce que c'est la boussole qui indique le Sud. C'est-à-dire que vous pouvez être certain que lorsque BHL défend une cause, c'est la mauvaise cause. Et que donc il est intéressant de ce point de vue-là. Et donc, alors là, nous avons un exemple de ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire que quand une disposition législative ou réglementaire ou contractuelle gêne l'oligarchie, c'est pas un problème, on la modifie, puisque tous les leviers sont dans les mains de l'oligarchie. C'est ça l'état de droit. Donc, il y avait des statuts qui gênaient, ça fait rien, on les modifie. Quel est le problème ? C'est quand même le monde, il est beau. On vit quand même dans un monde sympathique. Donc voilà, un homme blanc de plus de 50 ans qui va continuer à rester dans le domaine médiatique. Mais c'est normal, c'est normal. Pourtant, on ne peut pas dire que parce qu'il représente le camp du bien. Oui, donc ça bien va, sûr. Il y a le droit. Et pourtant, on ne peut pas dire que les œuvres, que ce soit cinématographiques ou littéraires de BHL, soient vraiment des grands succès populaires. Rien qu'un exemple, son film qui a fait un bid, Slava Ukraini, qui a cumulé 1000 entrées en France. Qu'en pensez-vous ? Oui, ça c'est un grand classique. Là aussi, c'est un grand classique français. C'est-à-dire qu'on finance... Le contribuable finance ce que le public ne financera pas. C'est facile. Donc, au demeurant, BHL n'est pas un pauvre. C'est quelqu'un qui a une certaine fortune personnelle. Mais ça fait rien. Les chaînes publiques financent des films qui manifestement n'ont pas ils ont un succès d'estime, comme on dit, mais ils n'ont pas un très grand succès. Mais c'est vrai dans d'autres domaines. Pensons à l'art dit moderne, c'est pareil. C'est le contribuable qui finance des œuvres qui n'intéressent pas le public, mais ça fait rien. Donc ça sert à ça. Oui, très bien. Voilà des sources d'économie. Il paraît qu'on cherche des sources d'économie pour redresser nos finances publiques. Il y en a peut-être là. Arrêtons de financer des œuvres médiocres. On arrive déjà au terme de ce numéro 506 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de TV Liberté et à l'infolettre disponible sur tvl.fr. Je crois, Michel, que vous aviez également un coup de chapeau avant de conclure à faire. Oui, j'ai un petit coup de chapeau sur le dernier numéro de la revue de Michel Onfray, qui s'appelle Front Populaire d'ailleurs, qui est consacré à la crise de la démocratie, la dissolution du peuple, la démocratie confisquée. C'est un numéro intéressant, il y a de tas de belles signatures dans ce numéro, donc je dirais lisez-la, voilà. Merci Michel, et on conclut par le portrait piquant du jour de Claude Cholet consacré à Dov Alfon, passé des services de renseignement israéliens à la tête du journal Libération. Étonnant destin que celui de Dov Alfon, ancien membre des services de renseignement de l'armée israélienne et directeur de la rédaction de Libération. La famille de Dov Alfon est d'origine juive tunisienne par sa mère, juive italienne par son père, tous deux nés en Tunisie sous protectorat français. Il naît à Sousse en 1961, mais ses parents s'installent vite en France. Son père est victime de tags antisémites et la famille part en Israël un peu avant 1973. Après le secondaire, Dov Alfon est appelé à 18 ans au service militaire. Il est sélectionné pour intégrer une unité ultra secrète de renseignement technologique de l'armée, l'unité
8200. Il y restera 3 ans et la quittera en 1982, hostile à l'intervention israélienne au Liban. Reportons-nous à The Times of Israel, version française, du 16 juin 2019. Je cite « L'unité 8200, ou unité Shmoneh Matayim en hébreu, est considérée par la majorité des analystes des renseignements comme l'une des unités d'espionnage les plus sophistiquées de la planète. » Une enquête parue en 2014 dans le Guardian a révélé qu'elle était chargée d'espionner les civils palestiniens en Cisjordanie. Je poursuis, je cite. « Il est de notoriété publique que le journaliste, éditeur et auteur Dov Alfond a participé à la collecte de renseignements en vue de l'opération israélienne dite Opéra, un raid aérien surprise mené au mois de juin 1981 qui avait détruit un réacteur nucléaire iranien situé aux abords de Bagdad. Mais lorsqu'on lui demande de citer des exemples d'opérations auxquelles il a participé, quand il appartenait à l'unité 8200, Dov Alfond fait une pause, marquant une hésitation. « Je ne peux pas parler des choses que j'ai pu faire ou ne pas faire dans les rangs de l'unité 8200, explique-t-il, fin de citation. Avec un détachement que ne renierait pas James Bond, ceci lors d'un interview réalisé à Paris dans un lieu qui ne sera pas divulgué. Études de sociologie, début dans le journalisme dans la gauche radicale israélienne, il passe en 1988 au quotidien Haaretz, l'équivalent du Monde. Nommé responsable du supplément de fin de semaine en 1990, il en fait un vrai succès. Formé à l'unité 8200, il insiste sur l'analyse des sites internet. Il collaborera, mais seulement un temps, à World Media Network, un projet de coopération journalistique lancé par Libération, qui ne sera pas poursuivi. Après plusieurs séjours, il s'installe à Paris en 1998 pour devenir le correspondant d'Haaretz. Il aspire au poste de rédacteur en chef du journal, mais il le quitte en 2003 quand un concurrent est désigné. Il se consacre alors à l'édition et à la télévision. Il revient quand même à Haaretz, mais cette fois-ci comme rédacteur en chef en 2008. Il unifie les rédactions papier et Internet, défend la protection des sources contre les enquêtes de l'armée israélienne et quitte le journal en 2011 pour se livrer à des projets personnels. Installé à Paris, il collabore à Mediapart, redevient pour un temps correspondant d'Haaretz avant de devenir à la fois directeur de la publication et directeur de la rédaction de Libération. Revenons au Times of Israel, mais du 25 juin 2020, qui précise que l'unité 8200, à laquelle Dov Alfond n'appartient plus, a été décorée. Je cite son responsable, le général Ayman. « L'excellence par un besoin clair, l'excellence par la soif de succès, l'excellence par le fait de ne pas transiger sur les petits détails, c'est l'esprit du renseignement militaire. Les activités opérationnelles ont été menées de manière clandestine, avec créativité et un fort désir de réussite. Les capacités opérationnelles, la collaboration et les réalisations uniques qui se sont reflétées dans vos actions ne peuvent pas être prises à la légère. » Fin de citation. Pas de doute, Libération est en de très bonnes mains.